Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un monde sans argent ou d'une économie basée sur les ressources, pour donner un autre nom, avec Olivier Roudez. Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Alors, tu agis en faveur d'une économie basée sur les ressources, qui est donc une autre dénomination d'un monde sans argent, c'est-à-dire un modèle de société de nature non marchande. Tu es un des fondateurs de l'association Motrice, donc ça s'écrit M-O-T-R-I-S, qui est basée à Metz et qui a pour vocation de participer à la mise en place d'une structure sociétale viable à l'échelle planétaire. Alors, en préparant cette interview, tu m'avais bien expliqué que tu voulais préciser que cette conviction pour un monde sans argent n'était pas forcément le reflet de tous les membres de l'association Motrice, hein, donc tout ce qui va être dit par la suite, voilà, n'engage que toi, puis certains autres, il me semble quand même que tu n'es pas tout seul, à avoir cette vision-là. Et d'ailleurs, je trouvais ça un peu étonnant quand tu m'as dit ça, parce qu'en fait, quand on voit les actions que vous faites, on a l'impression que vous êtes des acharnés pour faire basculer vers un monde sans argent, tellement que vous êtes des personnes quand même de terrain. Vous avez à votre faveur quand même beaucoup d'espaces de gratuité éphémères qu'on appelle les gratiférias, les gratuiteries aussi. Et vous avez ouvert 3 magasins de gratuité permanents, ce qui est énorme, et aussi une prêtothèque qui est votre dernier bébé, il me semble. Enfin bref, avant qu'on se lance dans tout ça, Olivier, est-ce que tu peux nous dire voilà, quelques mots brièvement sur ton association motrice? Alors, tu as déjà bien dit les choses. Donc, l'association motrice, effectivement, l'objectif général, on a mis ça en place. Donc, c'est un outil qui prend la forme d'une association, mais c'est surtout un outil pour la transition sociétale. Donc, l'objectif général de l'association, c'est de participer à la mise en place d'une structure sociétale soutenable. Parce que malheureusement, on voit bien que notre société actuelle, les fondements de notre société ne mènent à rien de bon. Destruction de la nature, pauvreté extrême, une personne environ qui meurt de faim tous les 3 secondes sur la planète, épuisement des ressources naturelles, enfin tout ça n'est pas viable et heureusement de plus en plus de personnes sont au courant et on en parle de plus en plus. Mais après, en faisant le constat de ce qui ne va pas, l'objectif c'est de montrer qu'il y a des solutions et qu'on pourrait très bien s'activer très rapidement pour bâtir de nouveaux fondements de la société, un nouveau système de valeurs pour aller vers une société soutenable. Donc pour nous, l'association motrice, pour se diriger vers ça, il y a toute une partie action et il y a aussi une partie réflexion. Donc la réflexion, ça va être sur quelle société pour demain, comment je crois qu'on a même passé les 8 milliards d'habitants sur la planète, comment tous ces humains pourraient s'organiser efficacement, sans tout détruire. Donc c'est là effectivement qu'au sein de l'association motrice, chacun va avoir sa propre vision. On ne va pas dire c'est ça ou ça la solution. On va mettre en avant nos réflexions personnelles, on va mettre en avant les réflexions d'autres structures. Et après, le but, c'est que chacun se fasse sa propre opinion. Et même au sein de l'association, on a des visions différentes. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes, dont moi, qui croient vraiment à une société sans argent. Et il y a d'autres personnes de l'association qui vont dire, ah, on pourrait organiser les choses avec de l'argent. Et c'est pour ça aussi que tu parlais de l'économie basée sur les ressources. Donc ça, moi, à titre personnel, j'y crois énormément. Mais d'autres personnes de l'association vont penser que c'est une mauvaise idée, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de prosélytisme pour un tel ou un tel modèle et on en discute. C'est pour ça, là, quand je vais parler d'économie basée sur les ressources, j'en parlerai en mon nom propre. Et après aussi au niveau de la partie réflexion, il y a comment on y fait, comment on fait pour y parvenir à cette société soutenable, quelles actions mettre en place, quelles initiatives, est-ce que par exemple est-ce qu'un revenu de base serait judicieux ou pas, quelle forme du revenu de base, hein, il y a toute la partie réflexion sur la transition. Et après, effectivement, il y a aussi toute la partie action. On a mis en place de nombreuses initiatives diverses et variées. Et effectivement, nos actions phares, ce sont les 3 magasins gratuits qu'on a mis en place à Metz. Et depuis peu, effectivement, on prête aussi gratuitement des objets. Super, franchement, ça fait plaisir de voir que vous avez cette énergie-là. Et motrice, il y a que Metz ou c'est quelque chose qui peut se multiplier? Vous incitez d'autres communes à reprendre votre logo, votre action, votre énergie? Effectivement, le but de l'association, c'est de mettre en place des actions concrètes et surtout, il y a ces actions concrètes à petite échelle, c'est de donner envie à d'autres personnes de faire pareil et d'accompagner ces personnes si elles le souhaitent. Et après, effectivement, est-ce que si quelqu'un veut développer un magasin gratuit ailleurs, donc on est prêt à l'accompagner, mais c'est vrai que là, pour le moment, avec l'association motrice, on est déjà bien occupé avec ce qu'on fait localement à Metz. Donc, on va conseiller quand même de faire ça via une autre structure, une autre association qui existe ou une MJC, ou enfin, se relier à une structure existante. Ou après, effectivement, on avait réfléchi par le passé à développer des branches locales motrices ailleurs.
Donc ça, c'est plus ou moins fait. Là, c'est plutôt localement à Metz, mais c'est envisageable. Mais pour des gros projets qui nécessitent des locaux, tout ça, nous, par exemple, on n'a pas la capacité de gérer tout ça. Donc, mais on sera là pour accompagner les gens à développer ça quand même. D'accord. Bah, que ton appel soit entendu. On va aller dans le concret parce que nous, toi, au Mostica, on a beaucoup de membres qui passent à l'action, d'autres qui veulent passer à l'action. Donc, c'est vrai que ce qui est possible de faire dans un monde où tout est payant et quelque part un peu limité, hein, mais une des façons peut-être les plus emblématiques de faire pousser en fait l'idée d'un monde sans argent, c'est certainement voilà, le magasin de la gratuité. Il y avait à peu près quelques temps, Envoyé spécial avait fait en fait un reportage sur justement la révolution du don. Et donc, ils avaient expliqué que, voilà, que c'était quelque chose qui était en train de pousser en France, hein. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, entre 35 et 40 magasins gratuits maintenant en France. Il y a l'application give.com qui est que sur du don d'objets, qui il y a 8 millions d'utilisateurs. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, qui veulent aller dans le concret, comment on fait un magasin de gratuité? On démarre par quoi? Je vais répondre à ta question. Je vais juste préciser, par rapport à l'association motrice, on a énormément d'autres activités aussi. Par exemple, on a épluchères et bicyclettes. Donc ça, on récupère des biodéchets à vélo avec un vélo électrique et une remorque. Donc dans des restaurants, par exemple, des épluchures pour en faire du compost. On a un autre site de compostage. On a l'équipe Vide Déco. Vide Déco, on récupère des objets cassés et non réparables, ce qui est destiné à la poubelle, pour leur redonner une seconde vie. On fait des sessions de nettoyage de la nature, comme tu l'as dit tout à l'heure, des zones de gratuité. On a planté 2 petites forêts urbaines à Metz. On a participé à la plantation. On est quand même bien acteur du projet. On a différents types d'activités. Donc, tout ça, on peut retrouver sur le site internet motrice.fr. Et pour répondre à ta question sur le projet des magasins gratuits, comment mettre ça en place? Bah, déjà, il faut trouver un petit groupe de personnes motivées. Nous, on a fait ça comme ça. En fait, on était un petit groupe, on était quelques-uns, à peu près 4-5 personnes à vouloir mettre ça en place. Et on en a discuté. Et puis après, tout de suite, on s'est demandé, ben, il faut un local. Parce qu'on organisait déjà on avait déjà organisé et co-organisé plusieurs zones de gratuité. Donc ça, dans un premier temps, ça peut être sympa pour tester. Donc la différence entre un magasin gratuit et une zone de gratuité, c'est qu'une zone de gratuité, c'est ponctuel. Ça peut être sur une journée ou 2 journées ou 3 journées. Enfin, ça, c'est à définir. Donc c'est comme une brocante, sauf que la différence, c'est que tout est gratuit. Donc là, ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc il suffit de trouver un lieu et de communiquer. Et généralement, déjà les médias, souvent, ils aiment bien en parler. Il y a le bouche à oreille. Sur les réseaux sociaux, si on crée un événement, ça se diffuse. À nous, les événements zone de gratuité qu'on a créés, ça a toujours eu un grand succès. Et c'est assez hallucinant le nombre de personnes qui viennent, le nombre d'objets qui sont apportés. Et des fois, on en reçoit tellement, mais les gens en prennent aussi énormément. Et on pourrait se dire, bah, à la fin, on n'aura plus rien parce que les gens, généralement, ils prennent plus que ce qu'ils donnent. Mais en fait, non, pas du tout. On en donne énormément des objets. C'est assez hallucinant, mais à la fin, on en a encore. Souvent, on en a encore parce que vu ce qu'on nous ramène, on nous ramène des camionnettes remplies d'objets, mais c'est vraiment impressionnant. Donc, à la fois, c'est bien parce que ça montre la générosité et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, on est dans l'entraide et dans le partage et dans la coopération, contrairement aux idées reçues d'un monde compétitif où est chacun pour soi. Ça, on ne le voit pas du tout. Nous, on voit vraiment que ça fonctionne, la coopération. Mais on voit aussi, malheureusement, avec tous ces objets qu'on reçoit, qu'on est dans un monde de l'hyperproduction et on voit le nombre de vêtements qu'on reçoit et il nous en reste tout le temps énormément. Et le nombre de livres, ça montre qu'on est vraiment en une hyperproduction. On produit beaucoup trop de vêtements, beaucoup trop de livres, beaucoup trop de choses. Et après, les objets se retrouvent là et on en a trop. Donc, des fois, malheureusement, quand plus personne ne veut, bah, il y a une partie qui est détruite, quoi. Et ça, on Oui, voit les conséquences de l'hyperproduction. mais j'allais te demander, j'allais dire les invendus, donc du coup, c'est plutôt les indonnés. Vous en faites quoi? Parce que vous avez des hangars de stockage, si vous vous retrouvez avec autant d'objets comme ça sur les mains, vous faites comment? Maintenant, c'est plus simple. Comme on a les 3 magasins gratuits, on peut directement les amener dans nos magasins gratuits. Mais à savoir que même des fois, bon, les locaux ne sont pas non plus très grands, mais même dans nos magasins gratuits, des fois, on n'a plus d'espace de stockage. Donc après, on s'arrange. On a déjà dit à Emmaüs de venir. Une fois, c'était un événement organisé avec, ouais, c'était Emmaüs qui était venu. Après, on redistribue. Enfin, on contacte d'autres associations comme Caritas, par exemple, pour les vêtements. Ou des fois, enfin, on s'organise avec d'autres structures. Et des fois, effectivement, après une zone de gratuité, il y a un petit temps, des fois, on arrive
écouler les stocks tout de suite en distribuant à droite à gauche. Et des fois, on a dû les garder 1 ou 2 jours le temps que ça se fasse. D'accord, Mais on ok. arrive à trouver des solutions. Et après, comme on est dans un réseau, on s'entraide avec d'autres structures et on arrive quand même à trouver des solutions. La seule chose qui peut arriver, parfois, ça nous est déjà arrivé dans les magasins gratuits, de dire de ne plus nous apporter de vêtements et de livres parce que là, on ne pouvait plus recevoir, quoi. D'accord. C'est l'abondance, quoi. C'est ça. Et on n'a Ouais. jamais eu besoin que ce soit, enfin, dans les magasins gratuits, on n'a presque jamais eu besoin de faire des appels aux dons d'objets, qu'on nous apporte des objets, parce que ça se fait tout naturellement. Les gens apportent naturellement, ils savent que ça existe et ça suffit à avoir assez d'objets, quoi. Mais en plus de ça, si un jour on n'avait plus assez d'objets, on fait un appel sur les réseaux sociaux ou dans les médias, et là tout de suite on reçoit aussi une quantité astronomique d'objets. Donc pour recevoir des objets, il n'y a vraiment aucun souci. D'accord. Et je me posais la question, est-ce que vous avez déjà pensé, peut-être au début, moi maintenant que vous avez l'expérience, mais à des formes de restrictions? Alors je m'explique, des restrictions, genre on ne peut pas prendre plus que 5 objets, ou alors des restrictions aussi peut-être dans les boutiques, d'amener que des objets qui sont dans un bon état. Est-ce que vous laissez vraiment les gens faire et ça se passe très bien, ou vous avez quand même des petites limites à leur proposer sur certains plans? Si on communique, on sensibilise, déjà effectivement, il y a certains objets qu'on ne peut pas récupérer, ça va être tous les objets volumineux, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas des locaux très très grands, donc on ne peut pas L'armoire stocker Lorraine, des... on oublie, ouais. Comment? L'armoire Lorraine, on oublie, Ah quoi. oui, Ouais, tout ce d'accord. qui est meubles, tout ça, on ne pourra pas, ou vraiment les vraiment tout petits meubles, comme les tout petits meubles. Et sinon, une machine à laver, tout ça, malheureusement, on ne peut pas faire. Donc, à ce sujet-là, on dit aussi des objets en bon état, enfin, qui ne nécessitent pas de réparation. Voilà, et puis on explique aussi, mais généralement, presque tout le monde, quand ils apprennent des objets, c'est lavé, c'est propre, ils font ça bien. Et on sensibilise quand même que oui, qu'il faut amener des choses en bon état. Mais ça, là, on n'a presque jamais de soucis à ce niveau-là. Et tu n'as Mais jamais vu sinon, de, t'as pardon. jamais vu de cas d'abus de quelqu'un qui est venu avec un caddie et puis qui, oh là là, il a tout pris et est reparti? Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est très très rare, ça peut arriver depuis, enfin, le premier magasin gratuit, on l'a mis en place en juillet 2018, donc ça va faire bientôt 5 ans. Et franchement, que ça soit dans les zones de gratuité ou dans les magasins gratuits, c'est très très rare. Ça peut arriver. Et souvent, après, on va discuter avec les gens. Une fois, il y avait une personne, par exemple, qui prenait énormément de couverts. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Donc, on lui a demandé, mais pourquoi toujours dans un esprit positif, on ne va pas accuser les gens, on va discuter. Et puis, il nous a simplement expliqué qu'il avait de la famille en Afrique qui avait besoin de couverts. Et c'était ça la raison. Donc, c'est très très rare qu'il y ait vraiment des personnes qui abusent. Et quand ça arrive, ben, on va discuter. Et puis, en discutant, Et la les cause gens est bonne en comprennent. plus. La cause est bonne. Oui. C'est pas pour revendre sur le bon coin. Enfin, voilà, c'est pour aider des personnes en Afrique. Bon, il y a quand même un fond assez humain là-dedans. Ah oui, Et là-dessus, il n'y avait aucun souci, effectivement, mais c'est vrai après que ça peut arriver que des personnes viennent pour prendre et revendre. C'est très, très rare. Et puis vraiment, enfin, les personnes qui font ça, c'est vraiment, c'est pas pour s'enrichir, c'est pour gagner un peu d'argent. Donc, et ça, de toute façon, tant qu'on sera dans un modèle avec argent, on ne pourra pas l'éviter. Enfin, mais ça reste très minime, hein, c'est vraiment minime, presque personne ne fait ça. Mais ceux qui le font. Et après, le but du jeu, même s'il y a des comportements qu'on peut estimer mauvais, même nous, hein, en tant que bénévoles, on peut aussi estimer que parfois on a des mauvais comportements, mais ça, c'est le comportement humain et c'est notre société actuelle, notre société marchande qui provoque des comportements. Donc, s'il y a des mauvais comportements, ben, on va quand même le mettre en avant, on va le dire hein, aux gens, ou nous, on va pas faire l'autruche, et tout en disant qu'aussi c'est l'environnement qui nous façonne et que tant qu'on sera dans cet environnement marchand de compétitif où il faut gagner de l'argent pour survivre, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mauvais comportements. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut quand même faire justement ces initiatives de coopération, de partage. Et quand cela aboutira à des changements conséquents à l'échelle plus globale, ben là, on verra un changement des comportements. C'est comme la violence, par exemple. La violence, on peut s'offusquer de la violence et de dénoncer les personnes qui sont violentes. Mais s'il y a de la violence, en gros, c'est parce qu'il y a des inégalités sociales. Et tant qu'il y aura des inégalités sociales, il y aura de la violence. Donc, si on veut s'offusquer de la violence, ben, il faut s'offusquer des inégalités sociales. Et c'est le jour où on travaillera sur l'abolition des inégalités sociales où on aura vraiment des conséquences sur les comportements. ouais, d'ailleurs, sur le sujet-là, il y a un livre que j'arrête pas de dire, vraiment de s'intéresser. Ça s'appelle Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, de chercheurs en épidémiologie qui s'appelle
si je dis pas de bêtises, Robert Wilkinson et Kate Pickett. Je sais pas si tu connais le livre-là. En fait, ils ont réussi vraiment à étudier, donc ce que tu viens de dire là, c'est pas qu'une vision ou une idéologie ou une philosophie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment étudié que, plus dans les États, il y a des inégalités, plus ça va accentuer et pour eux, toutes les statistiques ne font que confirmer ça. Pour eux, il y a aucun détour là-dessus. Ça ne fait qu'augmenter effectivement, la violence, le taux d'incarcération, les maladies mentales, les maladies physiques, enfin toute une série de problèmes. C'est-à-dire que vraiment, cette échappée d'inégalité qu'on a impacte exactement ce que tu viens de dire, nos comportements. Et c'est un fléau sans nom quand on lit ce livre-là. Et Olivier, je voulais savoir, d'un point de vue vraiment pragmatique, une fois encore, pour ceux qui aimeraient vraiment se lancer dans cette superbe aventure d'un magasin gratuit, déjà, comment vous trouvez un local? Je vais répondre à ta question, mais je rebondis aussi parce que ça Ouais, vas-y, m'intéresse pas de souci. énormément par rapport au livre. Effectivement, je l'ai lu. Ça va très très loin, les inégalités sociales. Ça peut, plus ou moins une société égalitaire ou inégalitaire, ça va jusqu'au même, au niveau du recyclage, à quel degré les personnes vont participer à trier les déchets qu'ils ont. Enfin, ça va très très loin. Et effectivement, ce livre, il faut le lire. Enfin, et même malgré qu'on soit dans une société actuellement très inégalitaire, malgré ça, effectivement, ça provoque des problèmes au niveau comportemental parfois. Et malgré ça, enfin, on voit très bien que ça se passe quand même très bien dans les trucothèques et les magasins gratuits. Enfin, il y a vraiment un esprit de collaboration et c'est assez merveilleux quand même de voir tout ça se mettre en œuvre. D'ailleurs, attends, avant qu'on reprenne sur la question, on fait des digressions aujourd'hui, on a le droit, il n'y a pas de souci. Tu en as quand même beaucoup dans les magasins gratuits qui disent, et je vous dois combien? Je pense que tu dois en avoir toujours qui n'arrivent pas en fait à prendre comme ça, non? Les nouveaux, là. C'est, non, tu en as encore ou non? Vraiment, les gens, ils se servent, ils n'ont pas de souci à prendre et partir. Si de temps en temps, bon après, à force, les gens sont habitués, ils connaissent, hein, donc, mais si on l'a entendu, on l'entend encore parfois, combien je vous dois, ou des personnes qui n'osent pas, c'est un non, c'est gratuit, je peux pas, ou des personnes qui disent, par exemple, des personnes qui ont des aisances financières, qui vont dire parfois, ah mais je préfère laisser pour les autres. Donc là, on explique bien que c'est effectivement, malheureusement, dans cette société, il y a des personnes à précarité, et ce projet aussi permet d'aider les personnes à précarité, mais c'est vraiment pour tout le monde, et l'objectif, c'est que la coopération, c'est pas des personnes aisées qui vont aider les pauvres. La coopération, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté et que tout le monde soit au même niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, non, c'est quel que soit votre statut social, parce que dans notre société, on est tous basés malheureusement aussi sur des statuts sociaux, et n'importe qui peut prendre. Et justement, il faut que tout le monde prenne et que ça sert à rien d'acheter du nouveau si on peut, s'il y en a déjà qui existe et qui est à disposition. Mm, mm. Et j'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a plus de gens qui sont gênés de prendre alors que finalement il n'y a pas de limite à prendre une certaine quantité que l'inverse en fait. J'ai l'impression qu'en fait, tu as plus de cas de figure de personnes qui n'osent pas trop en prendre, voire pas en prendre du tout, que des personnes qui vont oser prendre des grosses quantités, ou c'est à peu près équitable pour toi les deux comportements? Ah non, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être un peu gênées, qui vont faire très attention à ce qu'ils prennent. Et après, effectivement, il y en a qui vont des fois, mais ça, c'est vraiment minime, les personnes qui vont essayer de prendre énormément. Mais là, après, on leur explique et ça se passe bien. Mm. Et parfois aussi, ça dépend de quel magasin gratuit on a mis en place sur les trois. Et ça dépend des périodes, parce qu'en gros, c'est vraiment un projet décentralisé. L'association motrice est décentralisée. C'est vraiment les bénévoles, les gens qui agissent, qui prennent des décisions. Et donc, chaque trucothèque peut prendre des décisions différentes. Et à certains moments, il n'y avait aucune limite. Parfois, si on constatait qu'il y avait plus moins de stock, on pouvait limiter certains objets à 5 maxi par session d'ouverture. Et chaque trucothèque a son propre fonctionnement. Donc, ça peut arriver que parfois, on mette des limites. Mais ça, Mm. après, chaque magasin gratuit, enfin, qui ailleurs en France ou des nouveaux magasins gratuits qui vont démarrer, peuvent mettre en place leur propre fonctionnement. Il n'y a pas une vérité absolue et il faut réfléchir à qu'est-ce qui est le plus judicieux en fonction des objectifs, en fonction de la philosophie. Il y a plein de façons de faire en fait dans un magasin gratuit. Mm. D'accord. Bon, on va revenir à ma question si tu veux bien. Comment tu Ça trouves un marche. local déjà? Donc nous, ça s'est fait assez facilement. Donc en fait, pas mal de personnes de l'association, enfin, oui, il y a des personnes de l'association motrice aussi qui participaient aux incroyables comestibles. Donc les incroyables comestibles, ce sont des jardins sur l'espace public, entre autres, où chacun peut jardiner et se servir librement et gratuitement, même si on n'a pas jardiné. Donc là aussi, une belle initiative de partage et de gratuité. Et on avait une réunion avec un bailleur par rapport aux incroyables comestibles. Et simplement, en fin de réunion, donc c'est un bailleur social,
Et en fin de réunion, on a présenté notre projet de magasin gratuit. On a demandé si par hasard ils auraient un local à disposition. Et le bailleur a tout de suite été enchanté par ce projet. Et quelques jours après, ils sont revenus vers nous en nous indiquant qu'ils avaient plusieurs locaux. Donc, on a été les visiter. Et puis voilà, il y en a un qui nous correspondait. Donc, on a tout de suite dit OK, tout en Et sachant que ça. vous Ouais. l'avez gracieusement, vous le louez? Il y a eu plusieurs formules par rapport au premier local. Avec le premier bailleur social, il y a eu plusieurs formules. Mais là, actuellement, en fait, on paye le loyer et les charges, mais on a une subvention qui couvre presque l'intégralité du même bailleur. C'est en fait le même bailleur nous, le local, et à côté de ça, il nous fait une subvention pour le projet de magasin gratuit, de médiation sociale dans le quartier, là où on est. Donc, en gros, pour ce premier local, le loyer et les charges, ça nous revient presque à 0 €. D'accord, OK. Vous ouvrez combien de jours par semaine? C'est quoi les horaires? Donc là, nous, on a fait le choix d'en avoir plusieurs, de les ouvrir moins régulièrement, mais d'en avoir plusieurs. Donc là, les 3 magasins gratuits sont ouverts voilà, de la même façon. Ce sont chaque mercredi et chaque samedi de 14 h à 18 h. D'accord. Vous avez besoin de quoi de bénévoles pour gérer les stocks, l'accueil des, je sais pas si on appelle ça des clients, de ceux qui viennent chercher, Moi, je les appelle, enfin, des utilisateurs quand on utilise là. utilisateurs. Euh, Je pense au minimum, ça dépend de la surface du local, mais par exemple, pour un local, nous, un local qui va faire en tout avec le stock et tout, enfin, un local de 70 mètres carrés, 2 personnes, ça va être suffisant. Une Mhm. personne qui reçoit les personnes et une personne à l'arrière pour gérer les objets qu'on reçoit, les mettre en rayon, enfin, faire du rangement, du tri. 2 personnes, ça suffit, mais c'est vrai qu'après, si on est par exemple 3, c'est bien aussi. Sur un 70 mètres carrés, on peut monter jusqu'à 4 personnes si on est 4. 4. Bon, après, il ne faut pas être trop non plus, sinon on va se marcher dessus. Mhm. Mais 2 personnes, c'est suffisant et 3, c'est bien. Et ça peut, je pense, aller jusqu'à 4. Mhm. Donc, à Super. chaque ouverture, donc on a à peu près, bon, ça dépend des magasins gratuits parce qu'ils ont différentes tailles, mais sur une trucothèque, généralement, on a 2 bénévoles. Donc, trucothèque, c'est le nom qu'on a donné, nous, à nos magasins gratuits. Sur une autre, on a à peu près, comme c'est un peu plus grand, on a à peu près 3 bénévoles. Et sur une autre, c'est encore plus grand. Donc là, comme c'est une plus grande surface, on a à peu près à 6 bénévoles. Et c'est quoi à peu près, vous avez déjà compté l'influence que vous avez sur une après-midi? Alors, bien sûr, tu vas me dire qu'à chaque trucothèque, on va avoir un nombre différent, mais pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près quoi, Environ d'utilisateurs? en moyenne par trucothèque, sur une session d'ouverture de 4 heures, il y a à peu près, je dirais, entre 80 et 100 personnes qui viennent. Donc ça fluctue effectivement aussi en fonction du moment de l'année. Il y a vraiment énormément de personnes. Mhm. Sur 4 heures, à peu près 100. Avant, on en avait beaucoup plus, mais c'est parce qu'on avait ouvert qu'un magasin gratuit. Maintenant qu'il y en a 3, ça c'est un peu, ça se disperse, Ouais. mais ça permet d'avoir moins de personnes au même endroit parce que des fois, malheureusement, il y a des files d'attente parce qu'on ne peut pas aussi au niveau des normes ERP, on peut pas, il faut un nombre, et même au niveau pour que ça soit agréable, au niveau sécurité, on ne peut pas dire qu'il y a un nombre illimité de personnes qui entrent dans le local. Donc malheureusement, des fois, on doit dire aux gens, s'ils sont trop nombreux, de dire aux gens de patienter dehors et de demander aux personnes qui sont à l'intérieur de ne pas non plus prendre trop de temps parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Donc on doit aussi gérer un peu le flux de personnes. Que ça peut arriver qu'à l'ouverture, il y a une grande file d'attente et qu'il y a une quinzaine, vingtaine de personnes qui soient déjà là à attendre. Donc là aussi, on explique que ça dure 4 heures, que les gens peuvent venir sur d'autres créneaux. Il y a toute la partie aussi explication, sensibilisation qui est hyper importante dans le projet. Tout comme sensibiliser sur pourquoi on fait ça, sur quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, que ce soit sur l'écologie et aussi sur le changement de la société. Et généralement, justement, c'est ça qui est assez impressionnant et ça, moi, ça m'impressionne toujours. Et je trouve que ça évolue beaucoup parce que j'en parlais déjà, par exemple, il y a 10 ans en arrière et quand j'en parle maintenant, je trouve que ça a déjà beaucoup évolué. Et quand on parle de la réflexion de la société de demain, quand on dit qu'on fait ça pour imaginer une société différente ou par exemple où on mettrait en commun les ressources naturelles de notre planète, ou ça serait une société de coopération généralisée, sans argent, des choses de ce type, et ben il y a beaucoup de personnes, ça les choque même pas. Elles disent, ah oui, 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 ça serait normal. Et surtout chez les jeunes, des fois on a des discussions avec des jeunes quand on fait des ateliers, des choses comme ça, que ce soit des enfants ou des adolescents ou des personnes à peu près de 20 ans. Et là, c'est assez hallucinant le nombre de personnes qui sont déjà en accord avec ça, quoi. Ils ont déjà fait une réflexion personnelle et ça ne les choque pas du tout quand on leur parle d'un monde sans argent.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que tu as l'impression que c'est un phénomène, nouveau? Parce que moi, c'est un peu l'impression que j'ai parce que moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'œuvre aussi pour ce monde sans argent. Mais moi, je vois vraiment une différence quand on en parle. L'idée d'un monde sans argent, il y a une dizaine d'années, il y avait un mur, c'était n'importe quoi, c'est utopique. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile dans le temps. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, en fait, l'évolution de la société fait que la réflexion qu'on a sur le fait que ça puisse pas durer, fait que les gens trouvent ça plus logique. Pourquoi c'est aujourd'hui déjà, première question, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment cette évolution-là? Est-ce que tu la partages aussi? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont plus ouverts à quelque chose qui paraissait, totalement, fermé pour tout le monde il y a encore, pour moi 5 ou 6 ans, quoi? Effectivement, ce que tu constates, je le constate énormément, c'est assez aussi à peu près, j'ai commencé à réfléchir à ça à peu près comme toi, il y a à peu près un peu plus de 10 ans, il me semble. Et effectivement, au début, c'était très compliqué. Au début, moi, je n'osais même pas trop en parler parce que quand on en parlait, on pouvait paraître pour un fou furieux, quelqu'un qui est un utopique, enfin, et on pouvait même avoir des remarques assez virulentes. Et là, franchement, bon, après, c'est aussi avec l'habitude, on prend confiance en ses idées, on voit qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi, et on trouve que de plus en plus qu'en fait, ça serait normal. Donc, on prend confiance en ses idées, on les exprime aussi peut-être différemment. Mais à mon avis, effectivement, à très grande vitesse, ça évolue très rapidement. Et il y a beaucoup plus de personnes déjà enfin, qui disent que notre société actuelle n'est plus possible dans le temps. Bah ça, franchement, enfin, presque tout le monde le dit. Il y a très peu de personnes qui vont essayer de défendre ce modèle, enfin, de moins en moins. Et puis, c'est très dur à défendre, vu les conséquences que ça a. Et après, quand on commence à discuter, mais comment on fait pour organiser une nouvelle société, c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont dire des monnaies locales, des choses comme ça, utiliser l'argent différemment. Il y a quand même énormément de personnes, de plus en plus, qui envisagent très bien un monde sans argent et qui disent qu'ils aimeraient bien ça, mais qui ne savent pas comment que ça pourrait se passer. C'est ça, quoi. Comment on le concrétise, comment on met ça en place. Alors avant, parce que ça on va en parler, bah, après on va vraiment se projeter dans un monde sans argent. J'aimerais avoir voilà, une dernière, série de questions par rapport à vos actions, c'est la prêtothèque. Est-ce que tu peux nous expliquer? La prêtothèque, ça consiste en quoi? Alors, la prêtothèque, parce que c'est hyper important, ce qu'on fait, le don d'objets, c'est hyper important. Mais après, malheureusement, enfin, si on va donner un appareil à raclette, c'est très bien, ça permet la gratuité, la coopération et de réutiliser cet appareil qui était non utilisé. Mais le problème, c'est qu'on va reproduire les comportements actuels dans la société marchande, c'est qu'on va posséder certains objets qui sont prêtables, comme l'appareil à raclette, la perceuse, et on va les utiliser parfois une fois dans le mois, 4 fois dans l'année, ou même des fois les stocker sans les utiliser du tout. Et ça, malheureusement, ça pose aussi une sacrée problématique dans un monde où on est en train d'épuiser les ressources naturelles. À quoi ça sert que chacun possède sa perceuse qu'on utilise très très rarement? Donc là, l'objectif, c'est de dire effectivement, vous pouvez prendre la perceuse, c'est gratuit. Mais une fois que vous l'avez utilisée, ben, vous nous la rapportez. Et c'est C'est 7 minutes basé. par an, je crois, en moyenne, hein, qu'une perceuse est utilisée. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, 7 minutes par an, en moyenne. Euh, en- c'est pas par an, enfin, moi, quand j'en parle, c'est plutôt la durée d'effectif totale entre sa construction et sa destruction. Donc vraiment la durée où elle est utilisée pour faire des trous. Donc c'est de 13 minutes en moyenne. C'est 13 minutes, ouais, c'est ce que tu l'as Donc mieux on la exprimé que produit, moi, mais c'était l'idée là que je voulais dire. 13 minutes, on ouais, la c'est produit, on franc. l'utilise 13 minutes en moyenne, Ouais, et après elle est jetée. waouh, Et ouais. ça, c'est un exemple, mais après on regarde chez soi, on regarde dans nos placards, les jeux de société, un appareil à fondu, enfin, on regarde une tondeuse à gazon, nos vélos, nos voitures, enfin, on peut regarder tous les objets qu'on possède. On peut se poser la question, mais combien de temps dans l'année en pourcentage j'utilise? Et tout le monde fait ça. Et puis voilà, donc c'est un non-sens total. Effectivement, dans notre société basée sur le plein emploi, la croissance infinie, la compétition entre les entreprises où il faut vendre à tout prix, avec le marketing et compagnie, ben, effectivement, ça a un sens de faire ça au niveau de notre société actuelle, mais au niveau de la pérennité des capacités porteuses de notre planète, ça n'a aucun sens et ça ne peut pas perdurer comme ça. Donc c'est pour ça qu'à petite échelle, on va montrer qu'on peut, ce que c'est aussi, il peut avoir certains freins, les personnes peuvent dire, ah, mais si on met en commun, ça sera en mauvais état, les gens ne vont pas les ramener, je ne l'aurai pas à disposition tout le temps. Enfin, il y a certains freins parce qu'on a été tellement habitué à fonctionner de manière illogique que la logique peut nous perturber. Donc là, le but, c'est de le faire à petite échelle et de montrer que même là, actuellement, ça fonctionne déjà parce qu'on le fait, ça fonctionne très bien. Et qu'après, c'est encore une fois, c'est de donner envie à d'autres de faire pareil et qu'après, pour que ça devienne
une généralité, que ça se passe à plus grande échelle, mais il faut que d'autres structures le fassent et qu'il y ait une collaboration surtout entre des associations, bon, actuellement, donc avec le système politique actuel, avec les structures existantes, comme ça peut être une école, ça peut être un périscolaire, ça peut être une MJC, enfin, que tous ensemble, on collabore pour faire des projets communs de ce type. Mmh. Donc c'est excellent. D'un point de vue pragmatique, je reviens toujours sur le côté très terre à terre, mais les objets, est-ce que c'est des objets qui ont été donnés, que vous pouvez prêter librement, ou c'est quelqu'un qui les prête? Et dans ce cas-là, comment vous faites pour des questions d'assurance si quelqu'un abîme cet objet? Comment vous fonctionnez? Donc là, c'est des objets qui appartiennent à l'association motrice pour le prêt. Donc en gros, les personnes qui nous apportent des objets, donc nous après on décide si on les met en don ou en prêt. Et pour la partie des objets qui sont en prêt, en fait, ça appartient à l'association motrice. Et c'est comme ça, si on les prête et si on, ça n'est, depuis qu'on l'a fait, il y a une fois où on nous a pas ramené un objet. Depuis qu'on a mis ça en place à début d'année, une seule fois, on nous a pas ramené un objet. Et en plus, c'est une erreur de notre part parce qu'on prend un numéro de téléphone pour relancer les personnes lorsque ça peut leur arriver d'oublier. Là, on n'a même pas le numéro de téléphone. Mais à part ça, tous les objets sont revenus et en bon état. Donc, il y a beaucoup moins de soucis aussi qu'on pourrait s'imaginer. Mmh. Et si vraiment un jour on ne nous ramène pas un objet ou s'il est cassé sans faire exprès ou même si c'est pas grave, quoi. Mmh. C'est sûr, après nous, au niveau financier, ça, c'est pas grave du tout. Après, Mmh. c'est dommage, c'est plus au niveau, c'est dommage. Encore une fois, bah, c'était des ressources naturelles, on s'est cassé, c'est plus dans l'esprit-là que c'est dommage. Euh, Bah, vous travaillez pas avec un Repair Café en association, du coup? On Pour a les... effectivement, il y a un Repair Café, enfin, même plusieurs Repair Café dans le secteur. Et à Metz, il y a une association, l'association M-Design, qui le fait une fois par mois. Mais en fait, ils sont déjà très, très occupés avec ce qu'ils font. Ce qu'ils reçoivent aussi quand ils font leur session de réparage d'objets, et de réparation d'objets, pardon. Il y a énormément de personnes aussi qui y vont et donc ils sont déjà bien occupés. Donc nous, si on a des objets cassés, effectivement, on peut se rendre au Repair Café pour qu'ils nous disent le problème, des choses comme ça. Après, ce qu'il faut faire gaffe, nous, en tant qu'association, on n'est pas habilité. Enfin, nous, on n'a jamais fait la demande pour être habilité à réparer les objets et à D'accord. les prêter. Là, justement, au niveau, ou à les donner, justement, au niveau juridique, il faut faire attention. On s'est renseigné quand même à l'aspect juridique pour ne pas être embêté en cas de souci. Donc, les objets, si on nous donne des objets cassés, bon, donc déjà, nous, comme je disais tout à l'heure, on sensibilise pour nous donner des objets en bon état. Donc, si on nous apporte des objets cassés, nous, on ne va pas les réparer. Genre un objet électronique, on ne va pas le réparer. On va le redonner en faisant signer un papier pour dire qu'il est cassé, qu'on le redonne en l'état et que la personne après peut le prendre pour la réparer elle-même si elle a les compétences. Et je veux poser une dernière question sur l'aspect technique. Est-ce que du coup, les utilisateurs doivent se déplacer dans le lieu de la prêtothèque, ou est-ce que vous avez mis en ligne? C'est peut-être plus simple pour éviter justement que les gens se déplacent pour voir ce qu'il y a. Vous avez un listing en ligne ou pas? Pas encore. Donc là, on est en phase d'expérimentation. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour faire l'historique complet, on avait commencé à faire du prêt tout de suite, dès l'ouverture du premier magasin gratuit, on faisait du don et du prêt. On n'avait pas eu le temps au niveau ressources humaines, on n'avait pas le temps d'organiser ça correctement. Donc on faisait le don en même temps dans la même pièce, en même temps que le prêt. C'était trop complexe. Donc c'est les personnes qui font vivre le projet qui d'elles-mêmes progressivement ont arrêté le prêt. Et là, on a pu le remettre ça fait depuis plusieurs mois, je crois que ça fait depuis avril. Enfin, c'est assez récent, début avril ou fin mars, je ne sais plus trop. Donc on a remis en place du prêt gratuit d'objets, mais de manière vraiment plus fonctionnelle et sérieuse. Et donc, je ne sais plus ta question. C'est pour la mise en ligne du Ah listing en oui, fait de ce que vous prêtez. c'est ça. Donc, on l'a mis en place plus sérieusement, mais ça reste pour le moment une phase d'expérimentation. Et c'est prévu de mettre un logiciel en ligne pour que les gens puissent savoir à distance qu'est-ce qui est disponible, enfin, les objets qui sont en prêt, est-ce que là, ils sont déjà empruntés, un système de réservation en place. Mais pour le moment, on fait sans, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en place. Mais même sans, effectivement, c'est les personnes qui viennent voir et ils voient sur place directement ce qu'ils peuvent emprunter. Donc, ça fonctionne quand même, mais c'est sûr qu'après, pour que ça soit vraiment fonctionnel, une personne qui a besoin d'un outil doit savoir si cet outil est dans les protothèques et de pouvoir le réserver à distance pour, quand, pour lorsque cette personne vienne, effectivement, que l'objet soit directement disponible. Mais là, on commence à y réfléchir pour mettre ça en place.
Bon, bah, écoute, déjà, j'espère que ça va inspirer nos membres à passer dans ce type d'action. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'être très nombreux pour ouvrir un prêtothèque ou une trucothèque. Il y a quand même du financement pour pouvoir se faire. Je parle juste de ça, pas de toutes les actions motrices. Je sais que certaines ont besoin de financement, mais est-ce qu'on peut se lancer avec 0 € en poche pour faire une prêtothèque ou une trucothèque? Alors, déjà, malheureusement, quand on va faire une action de ce type dans cette société actuelle, malheureusement, il y a besoin, même si c'est très peu, parfois c'est très peu, il y a quand même besoin d'un peu d'argent. Donc, et malheureusement aussi, il faut une structure juridique derrière. Donc, il y a toute la partie administrative, et ça, généralement, que ce soit chez Motrice ou ailleurs, c'est ce qu'on n'aime pas faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, surtout que nous, on a réussi quand même à créer 2 emplois. Donc, moi, par exemple, la notion d'emploi, je n'y crois plus du tout. Je pense que dans la société de demain, ça sera, on étudiera ça dans les livres d'histoire ou dans les musées, la notion d'emploi. Mais actuellement, effectivement, une des limites, c'est qu'on va manquer de temps, que les gens vont déjà avoir leur job et quand à côté, on a plein de choses à faire au niveau personnel. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, dans cette société actuelle, créer des emplois pour agir, pour changer la société, justement pour une société où l'emploi n'existerait plus. Moi, je trouve ça judicieux pour permettre aux personnes d'avoir du temps. Mais l'objectif personnel, dans ma vision, c'est de s'en émanciper. Mais en plus, pour dire, quand on crée des emplois, il y a aussi toute une partie administrative, mais c'est assez hallucinant. Hein, et des fois, quand on interroge une prévoyance ou des structures, les personnes salariées de ces structures vont avoir des visions différentes, vont avoir des versions différentes. Donc, des fois, c'est très compliqué de s'y retrouver. Hmm. Et j'ai encore oublié la question, je pars dans tous les sens. Si tu peux juste me rappeler. Non, non, Ah oui, en s'il gros, fallait se lancer ouais. sans argent, si c'était possible. Donc après, tout ça aussi pour dire qu'il faut mettre en place, si on crée par exemple une association exprès, il faut mettre en place un compte bancaire, une assurance, des statuts. Donc c'est pour ça quand on se lance, parfois, ça aussi, il y a plusieurs stratégies. On peut se dire, on va créer notre propre structure, mais effectivement, il y aura certaines tâches administratives à faire ou on peut aussi essayer de rejoindre une structure existante, comme une association, leur dire est-ce que ce projet vous intéresserait, ou une collectivité, ou un autre organisme, leur demander s'il y a possibilité de greffer ce projet sur une structure existante. Comme ça permet de se libérer quand même beaucoup de choses au niveau administratif. Et après, au niveau argent, nous, par exemple, au niveau des locaux, sur les 3 locaux qu'on a, on paye juste, en gros, oui, on paye presque rien. Comme je disais, les premiers locaux dans le premier quartier, on paye presque 0 €. Et dans les 2 autres locaux, on paye les charges. On ne paye pas les loyers, on paye les charges. Donc les charges, c'est pas forcément très élevé. Après, il y a l'électricité, il y a l'assurance, des choses comme ça. Donc non, le coût élevé, ça peut être les loyers, mais si on trouve un local avec une coopération, avec un bailleur ou autre, pour ne pas payer un loyer, après, ça reste minime les coûts. D'accord. Super. Et Bon, effectivement, il y a toujours, dans cette société, il y a parfois besoin d'un peu d'argent. Parce que, par exemple, nous, la plupart de l'agencement des locaux, les étagères, on en a trouvé une grande partie gratuitement. Et après, on a fait quand même des achats. Et pour nous, pour financer nos besoins, donc c'est via des dons mensuels. Donc, il y a plusieurs personnes qui font des dons mensualisés qui nous permettent de développer nos différentes activités. Et après, on reçoit aussi différentes subventions. d'accord. Mais c'est bien que tu mettes effectivement le doigt là-dessus, parce que c'est vrai que nous aussi, depuis peu de temps, on a ouvert une cagnotte, et puis en fait, du coup, on reçoit des messages, mais comment vous faites là? Vous êtes vraiment sans argent, mais et puis et c'est vrai que ce qu'on explique, c'est que nous, la difficulté, il y a bon, forcément déjà des frais de base qui sortent de notre poche, mais aussi c'est le bénévolat qui est très très compliqué, parce que c'est un bénévole, c'est généralement quelqu'un qui a des enfants, qui a un job, et donc du coup, on peut avancer dans le temps, dans les interstices de notre vie qui est extrêmement chargé, donc on avance des fois assez lentement, et même si ça peut paraître doxa, c'est totalement logique finalement de demander des financements pour pouvoir aboutir à un monde qui n'aurait plus besoin de financement. En tout cas, dans l'état actuel, c'est vrai qu'on partage exactement les mêmes difficultés. Olivier, on va Et après, passer. juste pour Oui, reprendre, juste par rapport à ça, je t'en prie. par rapport, mince, je sais plus, il faudra couper. Tu as le Ah, droit de mince. réfléchir, t'inquiète. On coupera pas, tant pis pour toi. Ah, on coupera pas, mince. Ah là, trou de mémoire. Ça aussi, c'est pas à force. Ouais, c'est ça, ça me revient. Ce qui fonctionne super bien, en fait, c'est tous les esprits. La gratuité en elle-même, ça fonctionne super bien.
les gens viennent, enfin, il n'y a presque pas de soucis, ça se passe super bien. Et tout ce qui est compliqué, c'est ce qui est relié au système monétaire. Et là, tout de suite, ça se complique et c'est là que c'est complexe. Il y a des dossiers à lire, on comprend parfois pas grand-chose. Enfin, c'est très, très compliqué. Et justement, à force de faire toutes ces choses administratives, parce que malheureusement, là, mais c'est plus pour la partie emploi, il y a des choses administratives à faire. Et là, moi, j'y participe moins, mais à un moment, j'étais beaucoup dans l'administratif. Et à force, on devient fou. Et même les capacités de raisonnement, de mémoire, je trouve que c'est altéré. Moi, ça m'a beaucoup altéré parce que le système actuel, pour moi, ça nous rend. Enfin, moi, personnellement, déjà, ça me rend fou. Et je pense qu'on est beaucoup à subir toutes ces choses et c'est complexe, quoi. Ah, Donc, il ça faut aussi rend. un conseil, c'est il faut se lancer là-dedans, mais malheureusement, on a besoin d'utiliser le système actuel pour certaines choses. On peut pas faire. Enfin, si on fait sans lui, il faut vraiment se déconnecter et aller vivre. Enfin, on peut pas développer des projets de ce type en ville ou en lien, enfin, sans en faire en faisant sans le système. Donc, on est obligé d'utiliser. Et il faut s'en prémunir parce que vraiment, des fois, ça peut être violent. Ouais, Toutes les ouais. choses qui nous imposent. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je trouve ça génial ce que tu vas dire. Ouais, effectivement, en fait, dès que c'est gratuit, on a l'impression que ça coule de source. Et puis, dès qu'il y a du financement, c'est de l'administratif, c'est de la lourdeur, c'est très, très compliqué pour tout ce qui est relationnel et papier et tout le bazar. Olivier, on va parler d'un monde sans argent. Toi, tu appelles ça une économie basée sur les ressources. Tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu vois ça? Alors là, donc là, je vais parler ouais, à titre personnel. Donc déjà, enfin, moi, j'envisage une société sans argent, mais après, c'est vrai que l'économie basée sur les ressources, ça me parle énormément. Mais après, il y a d'autres, l'organisation démocratique globale que propose Nausicaa, ça me parle aussi énormément. Il y a différentes façons de voir un monde sans argent, et je suis pas bloqué sur une idée. Il faut vraiment qu'on avance vers ça, et après, il y a différentes façons de faire. Mhm. Donc effectivement, mais l'économie basée sur les ressources, ça me parle énormément. Il y a aussi un autre courant, mais qui est assez semblable, c'est le modèle économique basé sur les ressources. Il y a quelques différences. En gros, l'économie basée sur les ressources, c'est de dire que pour vivre, on a besoin des ressources naturelles, l'eau, la nourriture, l'air, les minerais, et on n'a vraiment pas besoin d'argent. Et l'argent, c'est une complexité et qu'on devrait se baser, comme on a besoin vraiment des ressources naturelles pour vivre, c'est là-dessus qu'il faut se baser nos sociétés. Parce que là, on base sur l'argent, on crée de l'argent via la dette. La dette est de plus en plus grande. Donc voilà, on aura de l'argent partout sous forme de dette, mais on n'aura plus de ressources naturelles, donc ça n'a aucun sens. Donc là, c'est vraiment se baser sur les ressources naturelles et considérer que c'est un héritage commun à tous les peuples sur Terre. Parce qu'actuellement, malheureusement aussi, c'est certains pays, dont la France, on va s'accaparer les minerais dans d'autres pays en les laissant dans la pauvreté extrême et nous avoir une surabondance, on ne sait même plus quoi en faire. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, posséder des objets à outrance qu'on n'utilise presque jamais. Donc, c'est mettre en commun les ressources naturelles et après les utiliser sans dépasser les capacités porteuses de la planète. C'est donc de voir pour si on utilise les minerais pour la technologie. Là, on le fait en fermant les yeux, on se dit on les utilise et on verra bien. Enfin, on ne se pose pas de questions, on les utilise sans trop se demander jusqu'au jour où ça pourra tenir. Donc là, c'est de dire, OK, on peut, pour notre confort, si on veut utiliser la technologie, bah, mais aussi analysons à court terme, moyen terme, ou c'est à très long terme, très très long terme, est-ce que les futures générations pourront aussi en bénéficier? Donc, c'est ne pas les épuiser tout simplement, en faisant aussi attention à ne pas détruire la nature, la faune, la flore. Et le point de départ d'une économie basée sur les ressources, ça porte bien son nom, c'est quelles ressources nous avons pour tout le monde et comment les utiliser intelligemment, plutôt que de l'autre côté, on puisse consommer indéfiniment des ressources. En fait, le point de départ, c'est les ressources et pas la consommation. On pourrait résumer un peu comme ça. C'est ça. Et après, toute la suite du modèle va découler de ça. C'est comment faire les choses intelligemment pour qu'on puisse accéder à certains conforts, certains besoins. Parce que des fois aussi, il y a des discussions. Est-ce qu'une machine à laver, est-ce que dans le futur, on pourra encore en produire une? Parce qu'il y a des minerais. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent dire les minerais, il faut vraiment ne plus les utiliser et repartir dans un monde sans technologie ou avec de la technologie limitée. Après, moi, Low tech. j'aurais. C'est ça. Ou même, des fois, il y a même des personnes qui peuvent dire même, enfin, plus utiliser de circuits imprimés, des choses comme ça. Donc après, il y a différents courants. Et là, justement, l'économie, comme il y a des personnes là actuellement dans le modèle là qui vont dire on trouvera toujours des solutions techniques, et il y a d'autres personnes qui vont dire qu'il ne faut plus du tout utiliser la technologie. Ben moi, ce que j'aime bien dans l'économie basée sur les ressources,
c'est que le but, c'est d'être neutre. Ce ne sont pas des personnes avec des intérêts privés ou avec un avis subjectif qui vont dire ce qu'il faudrait faire. Mais c'est vraiment via l'analyse, via la méthode scientifique, voir concrètement ce qui est possible. Donc, il faudrait faire une étude des ressources naturelles disponibles et en fonction du type d'utilisation, via la méthode scientifique, ça pourrait définir un peu enfin, combien de temps c'est tenable. Dans un modèle, on pourrait, si on utilise les ressources naturelles de cette façon, ça pourrait tenir à peu près 40 ans. De cette façon, ça pourrait tenir à peu près 500 ans. De cette façon, ça pourrait tenir de manière illimitée. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'économie basée sur les ressources, c'est que l'objectif, c'est que ça ne soit pas des avis personnels et subjectifs Mm. qui permettent de prendre des décisions. Mm. Juste avant, Olivier, tu avais dit qu'il y avait un problème avec l'argent. Tu as parlé de la monnaie dette. Alors, je pense que tu es au courant qu'aujourd'hui, il y en a qui proposent des modèles d'argent non dette, comme les monnaies libres. Et du coup, tu ne penses pas que c'est une solution, des monnaies libres? Pour moi, l'argent, enfin, ça peut être utile à un moment donné dans l'histoire de l'humanité pour faire des échanges, ça a dû Mm. faciliter les choses. Mais actuellement, pour moi, c'est une complication et je vois pas l'intérêt de mettre de l'argent parce que partager, ça fonctionne. Donc, si on produit, enfin, s'il y a un verger avec des pommes, si quelqu'un veut manger une pomme, ben, on ramasse les pommes et on les mange ou on les redistribue. Il faut faire les choses de la manière la plus simple possible. Et pourquoi s'embêter avec de l'argent? Dès qu'on va mettre de l'argent, c'est une étape supplémentaire qui n'existe que dans notre tête et qui, pour moi, ne sert à rien. Donc, non, je comprends hein, les personnes qui parlent de monnaie locale, de monnaie libre. Après, encore une fois, pour une transition, pour se diriger vers un monde sans argent, je pense que ça peut être utile. Même que si, pour moi, on peut basculer directement dans un monde sans argent. Mais non, moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec tout ça. Redevenons simple et on a tellement de choses, il y a des choses compliquées où il faut mettre notre énergie sur des choses, il y a quand même des choses complexes et assez graves. Mm. Enfin, là, par exemple, je vois localement, il y a de la renouée du Japon, pardon, il y a de la renouée du Japon, donc une plante invasive qui se développe à grande échelle partout et malheureusement, comme je me balade beaucoup, je commence à voir qu'elle s'approche des fois les mêmes au niveau des lisières des forêts. Donc normalement, elle ne peut pas aller en forêt, de ce que j'avais entendu. Et souvent, moi, quand je la vois, je me dis, mais j'espère qu'elle va jamais réussir à intégrer la forêt. Mm. Donc, c'est sur des problématiques comme ça qu'il faudrait focaliser notre attention et les régler. Et on n'a pas le temps de s'embêter avec de l'argent pour faire tout ça. L'argent, ouais, pour moi, c'est une complication. Mm, Et on mm, n'en a plus mm. besoin pour fonctionner. C'est Ouais. tellement simple de fonctionner de manière naturelle. C'est comme Oui, faire la oui. file d'attente dans les supermarchés, quand on voit les files d'attente. Et je me dis, mais quelle perte de temps. Enfin, à quoi ça sert? Enfin, les gens font la queue pour qu'une personne à la caisse aussi qui perd du temps bip des produits. Et tout ça, on pourrait s'émanciper. Et nos activités en lien avec l'argent, eh ben, n'auraient plus lieu d'exister dans un monde sans argent. Et ça, c'est assez hallucinant le nombre d'activités qu'on fait actuellement qui n'auraient plus besoin de faire, que ce soit dans les banques, les assurances, les agents immobiliers, la comptabilité, la comptabilité monétaire, le marketing, les entreprises qui font les mêmes choses, mais qui ont des personnes qui vont développer des voitures, mais chacun dans leur côté, alors qu'on pourrait s'unir. Ou si les médias, ça me fait souvent sourire, quand les médias ils font une interview et qu'on voit 15 micros, alors qu'un micro et une personne pour faire l'interview suffirait. Il y a une quantité astronomique d'activités qu'on fait actuellement qui n'ont plus lieu d'être. Et sans parler en fait de l'obsolescence programmée, qui permet en fait de répéter une activité qu'on pourrait arrêter au moins temporairement pendant des années, en fait, aussi. Ah C'est oui, non, ça, c'est... l'obsolescence programmée, effectivement, mettre en commun les objets. Si on met en commun les objets, ben, il y a besoin de beaucoup moins en produire, donc Mhm. moins besoin de produire de machines qui font produire les objets, donc on pourrait diminuer la quantité de production et la quantité de temps humain destiné à produire des choses où on n'en a pas besoin ou pour le système marchand, mais sans forcément, c'est ça aussi l'objectif de l'économie basée sur les ressources, c'est sans forcément diminuer notre niveau de bien-être et pour être heureux au niveau de notre confort. C'est juste faire les choses intelligemment et produire intelligemment et que ce soit soutenable à très 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 long terme. Tout à l'heure, tu parles du supermarché, que ouais, la caissière qui servirait à rien en fait dans un monde sans argent. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour la plupart des gens. Je pense que tu l'as bien ressenti, c'est d'imaginer une sorte de supermarché libre. On se dit, mais non, mais ça va être une cohue, les gens vont prendre n'importe quoi, tout ça. Tu leur dis quoi, toi, pour ça?
Bon, après, ça dépend à quelle personne, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus ou moins, il y en a des personnes qui vont dire totalement, c'est impossible, et d'autres personnes qui vont se poser la question. Donc, je ne réagis pas pareil en fonction de ce qu'on me dit. Enfin, pour moi, ça me paraît, enfin, je dis, pour moi, ça me paraît tellement naturel que ça fonctionne. Encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, dans notre société actuelle, enfin, si on se plaint des comportements abusifs, que les gens sont égoïstes, que les gens veulent posséder le plus de choses possible et tout, mais c'est le fondement de notre société capitaliste, productiviste, individualiste, c'est le statut social, c'est ce qu'on possède qui va nous mettre en avant. Ben, c'est justement ça la cause des problèmes. Donc si on s'offusque des problématiques de ces comportements, il faut surtout arrêter ce modèle parce que ça provoque ça. Et si après, c'est un monde sans argent, enfin un monde de l'accès, et ben les gens, quand ils auront besoin, s'ils veulent faire la pétanque, ça servira à rien de voler. Enfin, la notion de vol n'existera même plus. C'est souvent on projette notre système de valeurs. Là, notre modèle actuel, ça nous met en place un système de valeurs bien triste, et on va projeter notre système de valeurs archaïque vers la société de demain. Mais c'est qu'une projection. Et si on est dans une société où les fondements, c'est vraiment une coopération généralisée, les gens ne voudront même pas posséder les boules de pétanque chez eux, dire oh ben non, ça va me prendre de la place, il faut les transporter. En fait, les boules de pétanque seront là où il y a un terrain de pétanque. Les gens ils viendront jouer à la pétanque, ils utiliseront les boules qui seront là, ils joueront, ils les reposeront pour que les prochains les utilisent. Et il n'y aura personne qui voudra les prendre pour les ramener chez eux, ça servira à quoi? Ils pourront pas les revendre parce que la vente n'existera plus et les boules de pétanque seront en accès libre. Donc non, moi, c'est vraiment un changement des comportements, de philosophie, de système de valeurs. Et ça se passe en changeant l'organisation de notre société. C'est sûr que si on dit depuis tout petit à un enfant, les gens, ils sont mauvais, c'est des voleurs, il faut vraiment mettre des caméras partout, mettre des murs pour se protéger, bah, les enfants, ils vont penser ainsi, ils vont développer ça. Et dans leurs actions de tous les jours, après, généralement, malheureusement, ça va être ça. Et si depuis tout petit, le fonctionnement, c'est qu'on partage, on collabore, bah, ça sera naturel. Ton image, c'est vachement intéressant, ton image les boules de pétanque, on les laisserait sur le terrain de pétanque. Quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que lui, il imaginait, moi ça m'avait aussi traversé l'esprit, que peut-être que les voitures, on laisserait en fait les clés carrément sur sur le levier partout, comme ça, tu prends la première voiture qui est là si tu veux te déplacer, au lieu d'aller peut-être chercher une voiture qui est loin. Enfin, c'est vrai qu'on peut, c'est peut-être poussé, mais je trouvais ça assez intéressant de s'imaginer ouais, qu'on laisse l'accès en fait facilement. C'est bien que, bah, du coup, il n'y a plus de ces frustrations-là hein, dans cette société. Comme tu dis bien, en fait, on crée, en fait, les publicitaires sont très forts dans le teasing, quand le produit va sortir, vont réussir à susciter cette envie, ils vont placer le produit sur les stars, tout ça. Il y a tout un état de frustration parfaitement étudié et extrêmement efficace pour créer ce monde de l'avoir plutôt que le monde de l'être. Hein. Et Olivier, comment toi tu vois cette transition, comment elle va se faire en fait pour toi? Donc, ouais, la transition est juste, effectivement, une fois que la transition sera faite et tout, effectivement, pour moi, ça me paraît logique aussi qu'on arrête d'avoir chacun sa propre voiture. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Et aussi, il faut chacun soi-même faire les propres réparations, faire ci, faire ça. Donc, encore une fois une complication. Et après, moi, je pense même les voitures, peut-être elles seront développées, mais il n'y aura plus de clés. Il y aura peut-être un système de démarrage différent, mais il n'y aura plus besoin de clés parce qu'elles seront en accès libre pour tout le monde et avec beaucoup moins de voitures aussi, parce que là, on est en surproduction de voitures, enfin, c'est assez terrible. Et tout en aussi dans une économie basée sur les ressources, les moyens de transport seront aussi très, très, très différents. Le but du jeu, c'est pas que chacun ait sa propre voiture pour se déplacer. Il faut mutualiser au plus possible avec les transports en commun. Et la transition, ben moi, déjà, j'aime beaucoup une citation. C'est ah mince, je ne sais plus. Bon, désolé. C'est en gros, c'est pour le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de créer. Donc, si on a envie que la société change, qu'elle soit différente, bah, faut la créer dès maintenant, même s'il y aura certaines, comme je disais tout à l'heure, il y aura certaines problématiques, mais souvent elles sont beaucoup moindres par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Nous avait dit au début, ah, un magasin gratuit, mais jamais ça pourra fonctionner. Une association qui fonctionne de manière collégiale, jamais ça pourra fonctionner. Et si on ne se limite pas à ce qu'on nous dit et on le fait, à chaque fois, ça fonctionne super bien. Et donc, c'est créer dès maintenant des initiatives, moi je dirais, ouais, de partage et de gratuité, qu'on soit vraiment, il y en a déjà, ça augmente de plus en plus, les médias en parlent, enfin, ça se développe très rapidement, et que de plus en plus, on mette en place des initiatives de gratuité, de coopération,
que ce soit un magasin gratuit ou une zone de gratuité. Ou ça peut être aussi encore moins compliqué, on peut faire une boîte à partage. Et là, ça peut être devant chez soi, ça peut être au sein de son entreprise, enfin, un peu partout, ou dans une mairie, enfin, mettre une petite boîte à partage. Donc, c'est des étagères, ou même sur l'espace public, et avec les autorisations, bien entendu. Et après, chacun peut déposer des objets ou en prendre gratuitement. Donc, il y a des actions de gratuité très simples à mettre en place. Donc, s'en mettre partout, partout, partout. Et après, relier ces initiatives de gratuité, les relier, faire lister un petit peu ce qui se passe et de donner aussi envie à d'autres de faire pareil. Et justement, l'association motrice, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, par exemple, vous pouvez me contacter au mail olivier@motrice.fr, MOTRIS. Ça veut dire Mouvement pour une transition intelligente de la société. Donc, vous pouvez me contacter, ou après, ça serait moi ou une autre personne de l'association, moi, on vous accompagnera pour vous faire un retour d'expérience, vous dire ce qui fonctionne bien, les petits pièges à éviter. Donc, on peut vous accompagner là-dedans. Et une fois qu'il y aura de plus en plus d'initiatives qui se créent, qui se relient, qu'on met ça en avant dans les médias, ben, ça fera un cercle vertueux. Ça sera un cercle vertueux et on prendra du poids et on pourra parler plus facilement à grande échelle de qu'est-ce que pourrait être la société demain. Et une fois que il faut essayer de généraliser ça aussi, par exemple, les endroits où on va prêter gratuitement des objets. Le but, c'est de le faire localement, mais tout de suite après que ça prenne de l'ampleur et essayer d'en faire des projets collectifs avec les collectivités. Et par exemple, à l'échelle d'une ville, que ça devienne la norme qu'il y ait plusieurs endroits où on prête gratuitement des objets. Et après, ça va inciter d'autres villes à faire pareil. Et une fois que même au niveau d'un État, ça se développe de plus en plus, bon, je vois, ça peut se prendre des années, des décennies de faire ça, mais c'est assez urgent quand même. Mais après, tout de suite aussi, dire que mettre en commun les objets au niveau de l'échelle d'une ville, c'est qu'une première étape qui est petite. Il faut le faire au niveau des États et après, au niveau tout de suite dire au niveau de la planète, ben voilà, nous, localement, au niveau d'une région, d'un pays, on met en commun des objets, mais il faudrait mettre en commun les ressources naturelles, que ça soit considéré comme un héritage commun de tous les peuples sur Terre sans condition de dette, d'argent, de troc ou d'esclavagisme monétaire et compagnie. Et Donc voilà, comment c'est tu vraiment vois faire des actions locales dès maintenant, tout en réfléchissant, en discutant de plus en plus au niveau global de comment organiser les choses. toi, le transit des ressources lointaines mais indispensables? Tu vois, il y a des minerais dans certains pays où ils en sont dépourvus. Le pétrole, tous les pays n'en ont pas. Comment tu vois, toi, en fait, cette collaboration bien sûr, il faut qu'on soit le plus local possible et tous ceux qui réfléchissent à un monde sans argent, on réfléchit que tout se relocaliserait autant que possible, en considérant qu'il y aura quand même peut-être des petites choses qu'on aura besoin de loin. Tu vois ça comment? Des difficultés, des facilités, de la coopération, c'est... Justement, toute notre énergie, je pense qu'il faudrait la mettre là-dessus. Il faut plus s'embêter à mettre notre énergie dans l'argent ou dans les monnaies locales. Enfin, même si à court terme, ça peut être encore une fois utile. Il faut vraiment, après l'humanité, il faut vraiment qu'on mette notre énergie sur les problématiques existantes pour régler les problématiques existantes qui sont malheureusement nombreuses et aussi sur les minerais, sur comment on utilise les ressources de la planète. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut produire localement et il faut le faire, produire intelligemment. Mais si on veut un ordinateur, la médecine a besoin si on veut une médecine efficace comme aujourd'hui et qui continue de s'améliorer, et ben, ça nécessite des scanners, des choses comme ça qui nécessitent des ressources naturelles. Donc là, il faudrait effectivement, moi, je ne suis pas contre enfin, que les ressources, une fois qu'elles appartiennent à tout le monde, et ben, moi, je dirais effectivement, il faut les utiliser, mais de manière intelligente et que ça soit vraiment renouvelable à très, très, très long terme et que ça soit vraiment, c'est pas moi en tant que personne qui va me dire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un avis subjectif, va pouvoir faire ça, ça ou ça. Ça, il faudra le calculer et après de voir comment les utiliser de manière pérenne en produisant intelligemment, en faisant le recyclage au maximum. Et je pense qu'on peut avoir des surprises parce que là, souvent, on se base sur ce qu'on fait actuellement. On se dit, ouais, mais ça ne pourra jamais être soutenable. Mais là, on se base sur un monde où il n'y a aucune coopération, où on produit, on jette, on ne se pose pas la question quand on produit comment l'objet pourrait être évolutif, c'est-à-dire s'il y a des nouvelles options, comment faire évoluer le produit au lieu d'en créer un nouveau. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui seraient relocalisées. Effectivement, par exemple, produire des tomates, ça ne sert à rien de produire les tomates je pense, hein, à de l'autre côté de la planète et de les faire
et de les faire acheminer jusqu'à nous. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut produire localement, mais il y a des choses effectivement qui peuvent être amenées d'une autre partie de la planète, mais d'un autre endroit de la planète, mais de faire ça intelligemment, de manière réfléchie Mmh. Et optimisé, quoi. et optimisée, ouais, effectivement. Bon, bah Mais c'est une écoute, sacrée question, c'est une sacrée question et mmh, ouais, il c'est une faudrait sacrée question. vraiment réfléchir à tout ça. Et je Mmh. pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on n'envisage même pas, même au niveau de la production d'énergie, parce que là, on produit de l'énergie avec souvent de l'énergie non renouvelable. Mais si on utilise les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, marée motrice et compagnie, la géothermie, tout en faisant attention aux ressources qu'on va utiliser, en, en mutualisant tout ça, je pense qu'on peut arriver à de très beaux résultats. Parce que c'est vrai qu'en fait, toi, ce que tu dis, il y en a quand même qui te diront: «Ouais, les énergies, comment les éoliennes, les énergies, de la marée, tout ça, ça compense pas l'usage du pétrole». En fait, on en est très, très loin. Tu sais, tu as les conférences de Jean-Marc Jancovici là-dessus qui expliquent ça très, très bien. Mais c'est justement le problème aussi, c'est qu'on est dans un système qui nécessite de la croissance et donc d'usage d'une énergie de plus en plus folle. Et donc, il faut réussir, voilà, à réduire en fait l'usage de l'argent. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quand en fait la fin de l'argent, c'est la fin de toutes les activités qui seront inutiles. C'est la fin de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire du très 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 durable. Et donc, notre besoin d'utilisation d'énergie, toute énergie confondue, fossile ou renouvelable, de toute façon, serait réduit au plus bas de ce qu'on pourrait imaginer. De toute façon, ça serait, à mon avis, très drastique par rapport à notre niveau de consommation aujourd'hui, plus le développement, en fait, voilà, d'une bonne utilisation de toutes ces énergies-là. Et je pense que là, tout combiné fait qu'on aura quelque chose de soutenable et viable, quoi. Mm. Voilà, c'est exactement ça, tu as bien résumé les choses. Et effectivement, ce qui est important, c'est qu'il y a une volonté commune d'aller dans cette direction et qu'après, effectivement, pour voir concrètement comment on organise les choses, ça, après, il faudra voir, discuter au fur et à mesure, mais il faut vraiment se diriger vers ça, se dire qu'il y a une volonté commune, de se diriger vers un monde sans argent, on utilise intelligemment les ressources, où on produit intelligemment d'énergie, en produisant le moins possible, mais de manière, en produisant pour notre confort, mais intelligemment, et de voir après qu'est-ce qui serait soutenable ou pas, et après de prendre des décisions aussi en fonction de tout ça. Eh ben, Il faut, en écoute, tout cas, il faut s'y diriger, faut s'y mettre tous. Ce qui est important, c'est d'agir localement tout en ayant ces réflexions collectives sur quelle société pour demain. eh ben, écoute, sur ces très bonnes paroles, je crois qu'on va arrêter cette interview, sauf si tu veux rajouter un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Bah, on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, tu avais un très joli N'hésitez mot de la pas, fin, là, en plus. Alors, n'hésitez pas, bon, j'en rajoute quand même un, allez. n'hésitez pas à vous lancer parce que même si des fois on a certaines limites, un manque de temps, des choses comme ça, on peut quand même faire des choses, donc créer des petits groupes, réfléchissez, et mettons tous ensemble, collectivement, plein d'initiatives de partage et de gratuité et relions-les. Et ça peut vraiment faire effet boule de neige. Et je pense qu'on peut changer la société de manière globale beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Surtout vu les problématiques actuelles, c'est dans l'air du temps, les gens veulent du changement, donc il faut se lancer, être chacun acteur de cette transition et de changement de société. Eh ben, écoute, génial. Olivier, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. C'est vraiment très inspirant et très enthousiasmant. Je vais mettre toutes les coordonnées de Motrice en bas, l'adresse mail si vous voulez les contacter, si vous voulez les aider dans leur démarche. Voilà, tout sera en bas de cette vidéo-là. Je te remercie, Olivier. Ben, merci beaucoup à toi et merci pour la discussion. Ce fut un plaisir. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.